Merci beaucoup, Elena Lelina, et merci pour ces photos magnifiques des enfants d'Ukraine pour commémorer le journée de protection pour les enfants le 1er juin. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue, surtout nos collègues de l'Ukraine. Beaucoup d'entre vous ont eu des moments très difficiles depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je suis Catherine Cox et je suis analyste à Londres et je suis partie de cette équipe des Ukrainiens Yongiens à Londres. Donc maintenant, vous pouvez choisir 8 langues et si vous voulez si vous voulez entendre les interprètes ukrainiens qui interprètent en ukrainien, il faut sélectionner le bon canal. Et donc, vous avez, si vous voulez, un petit globe et sur le globe, vous cliquez sur le canal dans la langue dans laquelle vous voulez écouter. Donc maintenant, je vais vous dire ce qui va arriver aujourd'hui. Susan Schwartz va présenter sa présentation et on va regarder une vidéo d'une rencontre entre Elena Lulina et Suzanne et je vais en parler un petit peu plus tard. Et Elena Lulina va présenter sa présentation et parce que nous avons évidemment ce vidéoclip en plus, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions-réponses, donc on va faire pour les questions-réponses, on va vraiment, si vous voulez, utiliser la boîte de conversation. On veut vraiment vos contributions. Donc, vous mettez en anglais, en ukrainien, vos réflexions, vos commentaires, vos réflexions, vous pensez. Et donc, Elena Branté ensuite choisira certaines questions, certains commentaires, certaines réflexions. Et si c'est nécessaire également, on utilisera la fonction pour lever la main. Mais d'habitude, si vous voulez, les questions viennent assez lentement et après, juste à la fin, c'est très rapide. Donc, tout le monde ne peut pas participer avec les questions. Donc pendant la conversation, vous posez vos questions, vous posez ce que vous avez à dire et on est là tous ensemble. Donc, si vous voulez maintenant, on va terminer également avec une prière pour l'Ukraine, comme on le fait toujours. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, le président et l'invité, c'est Steven Bouchon. Et si vous voulez, le titre de cet événement, donc, il est vraiment ici le père absent, parce qu'il n'est pas ici physiquement présent avec nous. Donc, il va s'expliquer d'ailleurs dans un moment pourquoi il n'est pas présent physiquement avec nous. Mais Steven est un analyste jungien. Et donc, il a fait, si vous voulez, il était prêtre anglican dans le domaine psychiatrique, mais après 40 ans de pratique, si vous voulez, il est devenu également professeur et donc, en plus de sa pratique en privé, il a également un centre de retraite dans les Pyrénées en Espagne. Et donc, c'est pour répondre à l'appel de soi-même, pour, si vous voulez, écouter, pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent le rejoindre, pour la transformation et pour le repos, et également pour répondre à l'appel de soi-même et avec la sagesse des montagnes et avec la sagesse de la nature autour de lui. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde, à ceux qui participent à ce webinaire, où qu'ils se trouvent dans le monde. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à ceux qui viennent d'Ukraine. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui nous invite à nous rejoindre à la solidarité avec tous les Ukrainiens qui défendent leur pays et leur culture. Et notre sujet ce soir nous invite à nous souvenir tout particulièrement de tous les pères et fils qui se trouvent sur la ligne de front. L'appel aux armes exige que les hommes quittent leur famille. Être présent au front, c'est être absent de son foyer et de ses proches. Et je vous inviterai tout à l'heure à observer une minute de silence. Nous pouvons évoquer toutes les absences que cette guerre odieuse provoque. L'absence des pères, des fils, des frères, l'absence des êtres chers qui ont perdu la vie, l'absence de foyer pour ceux qui ont dû partir, l'absence de capacité pour ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur esprit, l'absence de paix, la terreur de la guerre en cours et de la peur de l'effacement culturel. Donc, nous allons maintenant avoir une minute de silence ensemble. Soyons silencieux ensemble pendant une minute.
Merci. Par une étrange synchronicité, je suis également absent ce soir. J'ai été très heureux d'être invité à participer à ce webinaire. Pourtant, à peine avions-nous entamé les discussions sur le contenu que j'ai dû répondre à une demande très différente. Mon fils a annoncé très rapidement qu'il se mariait en France le 7 juin et je n'ai pas été prévenue vraiment longtemps à l'avance du tout, ce qui signifie que je dois voyager aujourd'hui. Mes plans de voyage signifiaient que je ne pourrais pas assister à ce séminaire et être présent à ce webinaire. J'étais déchirée, mais il était clair qu'en tant que père, je devais être présent au mariage. En discutant avec Suzanne et Elena et Catherine, nous avons décidé que je pourrais participer, être présent avec cet enregistrement. Et pourtant, nous étions très conscients que j'étais une sorte de père absent du processus de ce soir. Je pense que lorsque l'archétype du père est constellé, nous, les hommes, sommes tirés dans deux directions opposées. L'une d'elles est la dyade mère-enfant, mais dans une certaine mesure, nous sommes étrangers à l'intimité de ce lien. L'autre direction est l'attraction vers le monde pour subvenir aux besoins de la famille ou pour servir une cause plus importante. C'est ce que montre le plus célèbre des pères absents. Ulysse, son fils Télémaque, n'avait pas encore 1 an lorsque les Grecs viennent demander à Ulysse de rejoindre les forces qui allaient se battre contre les Troyens. Donc, Ulysse était tellement affligé à l'idée de quitter son fils qu'il peignit la folie dans l'espoir qu'il éviterait d'être enrôlé. Mais ce stratagème n'a pas fonctionné pour le héros homérique et il a été séparé de sa femme à cause de cela et de son fils pendant les 20 années qui ont suivi. Homère présente l'Ulysse dans l'Odyssée comme un homme de chagrin. Il passe ses journées seul sur l'île de la nymphe Calypso, seul sur un promontoire. Il est assis et sanglote son chagrin pour sa maison et sa famille perdue. Cette image, selon moi, relève la profonde douleur contenue dans le cœur des pères absents. Mais si nous, les pères, pouvons risquer d'être confrontés à la douleur de notre absence, alors paradoxalement, nous pouvons trouver la douceur et la tendresse qui sont la source d'une véritable intimité. J'ai donc le plaisir ce soir de vous présenter nos 2 oratrices qui vont vous plonger dans ce sujet important. J'ai eu le grand plaisir d'apprendre à connaître Suzanne et Elena par le biais de nos appels Zoom pour planifier cette soirée. Suzanne Schwartz a été formée à Zurich. Elle est membre de l'IAAP et elle est basée en Arizona aux États-Unis où elle a sa propre pratique analytique. Son livre The Absent Father Effect on Daughters, Father's Desire, Father Wounds, l'effet du père absent sur les filles, le désir du père, les blessures du père, a été très bien accueilli. Suzanne a donné de nombreuses conférences sur le sujet. Le livre a été traduit en ukrainien en avril. C'est toujours un plaisir de parler en ligne avec Suzanne. Elle est assise dans le plus merveilleux des fauteuils qui ressemble à un trône. On ressent la qualité de son écoute et j'ai beaucoup apprécié sa capacité à saisir un commentaire et à l'orienter vers de nouvelles ouvertures. C'est un grand cadeau qui, j'en suis sûre, vous plaira ce soir. Elena Lilounina vit et travaille à Kiev. Au cours de nos réunions, elle nous a très gentiment mis en contact avec les réalités de l'épuisement et de la peur permanente de vivre la guerre et de travailler pour aider les gens à surmonter leur traumatisme. Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la capacité d'Elena à continuer à trouver des aperçus de joie et de paix intérieure, que ce soit la vue d'enfants jouant sur un site de bombardement ou le fait qu'elle prenne le temps de pratiquer le yoga. Elle a ouvert nos conversations pour embrasser une vision plus large de l'absence, nommant les nombreuses absences vécues par le peuple ukrainien, plus particulièrement l'absence de paix. Et sa grande préoccupation est de savoir comment ces absences sont vécues.
Je suis certain que ce webinaire sera extrêmement enrichissant. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir Suzanne comme première intervenante ce soir. Je vous remercie. Un centime d'hiver sortira de son ventre froid. La neige recouvrera le nous momifié, figé dans un demi-mot ensuite. Plus personne ne frappe à la fenêtre du balcon au milieu de la nuit. Et il y a alors un risque général de cesser d'exister pendant un certain temps. C'est Elena Yevtushenko. Nos questions sont les suivantes. Que signifie l'absence? Qu'est-ce qu'il remplit l'absence? Et comment la reconnaissance de l'absence conduit-elle à la présence dans une nouvelle itération de relation avec les pères? Ce processus s'applique que les pères aient été absents physiquement, émotionnellement ou psychologiquement et inclut l'absolutisme de la mort. Jung a déclaré en 1947 « Nous vivons une époque de grands bouleversements. Les passions politiques s'enflamment. Les bouleversements internes ont conduit les nations au bord du gouffre. Cet état critique des choses a une influence si considérable sur la vie psychique de l'individu que le psychologue ne peut éviter de se confronter à l'histoire contemporaine. Donc, il s'agit d'une histoire d'amour, mais souvent d'un amour non partagé. La présence de l'absence est forte et affecte le corps, l'esprit et l'âme, ce qui signifie que le père est un aspect important de la psyché qui s'exprime à la fois personnellement et culturellement. Lorsqu'un père est absent émotionnellement et ou physiquement, l'enfant remet en question sa valeur et son mérite dans l'amour de soi et des autres. Les enfants et les pères ont une histoire de désir et comme tous les objets de désir, c'est une histoire puissante et évocatrice. Le désir du père, la capacité de croissance, de développement, d'action créatrice et d'amour dépend en partie de l'existence dans l'esprit, les yeux et le regard du père dans une danse de résonance accordée, rythmée et imparfaite. L'absence ne peut être supportée que si elle est reconnue comme telle. L'absence du père appelle un nouvel esprit pour libérer la joie, le jeu et la spontanéité de la vie. Tandis que l'enfant apprend à se remettre de ses blessures, il s'agit de réparer. Et la façon dont nous remplissons l'espace absent devient cruciale pour la transformation et le développement de la personnalité, du corps et de la culture. Même si d'autres facteurs de développement sont présents, tels que la mère, la culture, les rôles et les styles appris, etc., l'intention se porte ici sur le chagrin, la perte, le deuil et la nouvelle croissance résultant de la dynamique père-enfant absente. Il ne s'agit pas de faire une fixation ou d'être spécifique à un sexe, il s'agit d'accentuer la présence et l'absence de la figure paternelle qui affecte et est nécessaire pour trouver la gamme de la présence masculine intérieure, flexible et de soutien. On voit le père absent qui apparaît dans les complexes paternels inconscients, les archétypes et les symboles de notre vie et de nos rêves. Les récits personnels ici illustrent les émotions sombres, l'ombre des sentiments non traités et des besoins psychologiques. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans l'évitement, mais nous devons remettre en question les anciennes structures pour savoir comment nous en sommes arrivés là et où nous allons à partir de ces moments d'effondrement. Cela constitue une désillusion prématurée et entraîne dans son sillage, outre la perte d'amour, la perte de sens, la perte d'explication, pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Faire face aux lacunes et aux abîmes est au cœur du travail analytique. L'analyse entraîne la dissolution et le blocage des schémas emprisonnants. Par conséquent, de l'absence et du manque, nous pouvons tirer profit en tirant
le deuil et en faisant le deuil et en reconnaissant les problèmes afin que la transformation puisse être forgée. Cette présentation illustre quelques-uns des espaces émotionnellement complexes, et intérieurement étouffants et vides de la figure paternelle et de son absence de la vie psychique et physique. Après tout, il est présent en tant qu'objet intérieur et extérieur. Lorsqu'un père ne peut pas avoir, considérer ou être avec son enfant, les fils de la personnalité sont rompus et l'on garde un trou dans le cœur. Les effets sont poignants et méritent d'être examinés, surtout en temps de guerre, lorsque de nombreux pères quittent brusquement leur foyer. Les chagrins et les pertes sont inévitables et la douleur impérieuse. La guerre accentue l'impuissance, l'idéalisation, les besoins non satisfaits, la nostalgie, le désir, et pose la question de savoir si, quand et comment il reviendra et comment son absence sera comblée. L'explication de cette dynamique et de ses effets est présentée dans l'espoir que les pères et leurs enfants émergent dans des relations plus conscientes et plus épanouissantes. À cet égard, Jung a déclaré, nous sommes confrontés à chaque nouveau stade de différenciation de la conscience auquel la civilisation accède, à la tâche de trouver une nouvelle interprétation appropriée à ce stade-là, afin de relier la vie du passé qui existe encore en nous à la vie du présent qui menace de lui échapper. La présence de l'absence elle-même implique un espace à remplir, un manque auquel il faut prêter attention. C'est un appel au potentiel permettant une nouvelle pensée et une nouvelle expérience. Une femme en thérapie nommée Lee a rêvé. Le père est comme Poutine. Il a 3 filles et l'une d'elles est suicidaire. Elle est sous son emprise. Moi-même et une autre sœur pleurons parce qu'elle va se suicider et qu'il s'en moque. Elle est poète. Il saccage ses œuvres. Elle mangeait du verre. Il ne changera pas. Son rêve incarne l'expérience d'un père absent qui laisse des traces émotionnelles intenses. Elle a établi un lien entre ce complexe paternel négatif et la façon dont son corps s'est accommodé et a réagi à son énergie intrusive et contrôlante, créant ainsi une façon défensive d'aborder de nombreuses situations dans la vie. Elle a vécu la vie avec des nausées et une peur existentielle, ayant besoin de sécurité, mais ne l'ayant pas encore trouvée. Ses blessures et leur absence expriment le refoulé, le chagrin et la perte, les dommages et les vieux schémas. Cette focalisation sur l'ombre ignorée et le non-dit éclaire non seulement les symptômes et les problèmes, mais aussi le traitement et le renouveau. L'absence. La guerre présente un autre examen différemment intense de la perte, de l'absence, de l'impuissance et de la guérison, amplifiée par les réactions de choc collectives. La perte soudaine du père laisse des traces dans l'inconscient, des lacunes formant parfois des troubles psychiques. Pour atténuer cette perte, l'enfant devient le gardien de la tombe du père, ou en quelque sorte l'incorpore pour le préserver et le maintenir en vie. L'enfant est pris entre 2 pertes, la présence dans la mort ou l'absence dans la vie. Jung a commenté les manques, les futurs et les problèmes futurs, générationnels et personnels. Il a dit, le père est décisif dans le destin de l'individu. Cette citation souligne la valeur d'une figure paternelle aimante, expressive et présente. Son absence est un problème qui, ou devrait être, préoccupant à notre époque, car ce n'est malheureusement pas une histoire rare. Sans père, un enfant peut grandir dans un état crépusculaire, indifférencié ou en proie à une lutte interne en le désir de s'épanouir et le repli sur soi.
Les pensées et les comportements compulsifs et négatifs tuent les désirs, les sentiments et entraînent une dissociation de soi et des autres. Le sujet se trahit, refuse de satisfaire ses désirs et son plaisir, et les obsessions prennent le dessus. On devient désincarné. Le problème est signalé par l'insistance, souvent frénétique, sur la personnalité et l'ego. Dès l'enfance, nous développons des complexes, des récits continus façonnés par les mots, le langage corporel, les émotions, les images, les rituels et les interactions qui articulent notre vie. Trop peu d'occasions de vivre de bonnes expériences entre un père et son enfant transmettent un héritage de non-implication et de détachement personnel. L'action est inhibée, le développement émotionnel arrêté et l'âge adulte fin au lieu d'être réalisé. En l'absence de lien affectif suffisant, l'attachement devient difficile et inhibe la satisfaction dans les relations, de sorte que l'amour est une difficulté et non un plaisir. L'identification ou l'ignorance de l'effet du père absent peut entraîner un attachement mélancolique à une absence intériorisée. Désespéré et isolé, l'individu se tue à la tâche, mais ne vit pas pleinement, cherchant toujours ce qui lui manque. L'aspiration à l'implication personnelle et à la compréhension empathique signifie l'importance de la relation avec le Père. L'effet de l'enfermement dans un complexe d'absence et de manque épuise l'énergie, la personne et la culture. Le premier contexte dans lequel la trahison est vécue est la famille, car c'est là que le premier pacte amoureux est scellé, un pacte qui menace et en même temps rend possible la naissance psychologique individuelle. Une vulnérabilité terrifiante est occultée juste assez pour ne pas être vue immédiatement, mais la béance reste saignante. L'absence peut contribuer à l'image d'une personne inadéquate, la colère, la dépression se retournant contre elle. Jean-Paul Sartre, un philosophe français en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit: J'existe comme personne. J'existe maintenant comme moi-même pour ma conscience non réfléchie. C'est cette irruption du moi qui a été la plus souvent décrite. Je suis moi-même parce que quelqu'un me voit. Nous venons dans ce monde prêt pour un père, pour vouloir qu'il nous reconnaisse, pour être avec lui. Nous avons naturellement besoin d'une figure paternelle bienveillante et attentionnée, car cela reflète un modèle symbolique dans l'individu et le collectif conscient et inconscient. L'archétype du père est perçu à travers une variété de symboles et d'images intériorisées de la religion, de la littérature, des mythes, des contes de fées, reflétant chaque époque de culture, pardon. Ceci se présente spontanément dans les rêves, l'imagination, les relations. Chacun contient les origines et les ancêtres, les potentiels et les paradoxes qui font leur apparition dans notre vie collective et personnelle. Ils reflètent la norme qui a été et les impasses psychologiques découlant de l'absence du père. Père, le père englobe les images archétypales de soins et de sécurité d'une part, de la dévoration, de possessivité et de privation d'autre part. Nous savons que le soi devient lui-même par rapport à un autre. Cette structure archétypale développementale et relationnelle comprend une figure paternelle. Cela implique le vivre comme un objet d'amour avec des liens de soutien et sa valeur. Quand le père est absent pour lui-même, qui peut-il donner à son enfant? Que peut-il donner à son enfant? Il languit dans ses propres échecs.
ses pertes, sa dépression, et n'a pas de place pour la vie de l'enfant. La vie de l'enfant et la relation du père avec l'enfant vivant ont été niées, avec sa dissociation des effets, lorsque sa vie intérieure a été tuée. Une telle absence émotionnelle devient intériorisée pour l'enfant comme un vide, un abîme sans fond, solide et le soi en décalage avec le reste de la personnalité. Le traumatisme dans le paternel fonctionne comme une force désorganisatrice qui transforme le parent en un adulte imprévisible qui ne peut pas penser et ressentir et qui n'a aucune capacité, confinement et empathie. On ne peut pas s'attacher à lui, créant de l'anxiété, une faible estime de soi et la nécessité de nier et dissimuler, perpétuant l'illusion. Les conséquences peuvent être préjudiciables aux soins personnels, favorisant une incapacité à se tourner vers l'intérieur, à trouver la paix et à moduler le chagrin. Il y a une forte illusion sur la parenté d'objet alimentée par la conviction qu'être ouvert à autre est de risquer l'intissement psychologique, la perte et la mort. Tout commence par la mort psychique secrète dans l'enfance, quand on commence à abandonner l'esprit dominé, quand on n'est pas aimé et les souhaits coupés, rejetés non seulement par le père, mais aussi maintenant par soi-même. Une partie réelle et vitale est perdue. Le sentiment de oui ou la capacité de croissance, les racines du système de base ont mal tourné. La présence de son absence est et a été profonde à travers les âges. Le problème atteint les profondeurs intrapsychiques et les racines archétypales. Les questions de soi et de culture, la relation de père est restée un terrain sombre soutenu par des préjugés culturels complexes, patriarcaux, gardant les pères intacts, comme s'ils n'étaient pas essentiels à la vie de leur enfant. Jusqu'à récemment, une voile de silence entourait la relation paternelle, perpétuant le déni des problèmes. Son absence a dominé. Lee a déclaré: le silence était tacite et persistant. Je ne savais pas comment réagir ou ressentir à son égard, bien au-delà de l'enfance. Il était une partie de moi qui manquait sans aucune conscience de présence. J'ai grandi sur une base d'histoires fantaisistes et des voix discordantes, ne sachant pas quoi faire. Un père blessé dans son émotivité a Eros endommagé. Il ne soutient ni ne transmet de connaissances sur la vie, laissant l'enfant se débrouiller prématurément. Cependant, certains peuvent intégrer cette perte et d'autres sont déchirés. André Green, psychanalyste français, retrace les réverbérations psychiques d'un enfant qui tente d'animer un père déprimé, privé ou absent. Cette réanimation devient la tâche de la vie. L'enfant mène une existence d'ombre, aspirée à sec, donnant à la figure paternelle des transfusions sanguines et émotionnelles continues, afin qu'il puisse peut-être prendre vie et être présent. Les manœuvres conçues pour maintenir un lien avec le père épuisé émotionnellement deviennent une sorte de guerre contre le soi, le corps, les affects, et fonctionnent comme un rempart contre la croissance. Les attitudes générationnelles de déni, de manque du père, ont castré les hommes, justifié leur développement émotionnel privé et déficient. D'innombrables générations de pères n'avaient ni le temps ni la responsabilité de participer à la vie familiale. Et leur relation émotionnelle était submergée dans l'inconscient. En effet, un père exerçait une telle influence dans la famille, à la culture, qu'un enfant ne mettait pas en doute la qualité de sa présence ou son absence. Beaucoup de théoriciens psychanalytiques n'ont pas reconnu leur ombre personnelle ou celle du père. Jung lui-même n'a écrit qu'un seul essai sur le père, et il y a eu 5 enfants. L'absence psychologique peut porter à l'aliénation,
avec des réactions physiques pour la disconnexion dans notre système. Dans la littérature psychologique, le lien entre le corps et l'absence du père est rarement mentionné, mais la détresse et la honte résultent souvent. Le corps se sent en morceaux, il y a un sentiment d'être coupé et séparé, différent, différemment. On développe différentes formes de trahison de soi, d'absence de pensée, de créativité, et on est incapable d'accéder à l'espace intérieur pour penser, fantasmer, pour trouver un sens. Vivre dans l'ombre de l'absence du père, sans beaucoup de plaisir où on peut être choqué par la vie, se sentant incapable de négocier ses vicissitudes. Un sentiment sous-jacent d'inadéquation survient lorsque l'enfant ne peut pas sauver, protéger ou changer son père. Prendre sur les peines et ou les trahisons de l'enfant rencontre la perte dans le miroir vide d'un père absent. On adopte un extérieur de confiance au père qui pourrait rentrer à la maison, incapable de gérer, de reconnaître les besoins, les désirs ou le rôle de l'enfant dans la poursuite de ses blessures. Paradoxalement, plus le père est absent, moins l'enfant peut supporter la séparation avec lui. On peut rester jeune, immature, identifié et esclave du mal, désirant entre le plus possible, désirant être le plus spécial, la lumière dans son œil, les désirs d'enfance de croire que le père est bon et la nécessité de le défendre sont accrochés et déguisent la blessure de son manque d'attention, de présence ou de capacité à exprimer son amour ou ses soins. Le père est comme une brise à travers une maison vide, disparue, une ombre, des aperçus des aperçus de lui apparemment là, mais pas. La perte chronique de lui est souvent accompagnée d'anxiété et de dépression, laissant quelques-uns sans solidité ni individualité. Lorsqu'un père est émotionnellement indisponible, les premières expériences d'amour sont accompagnées de privation. Cette personne éprouve une faible estime de soi, hésitation dans le monde, évitant souvent l'intimité ou un père distant, intériorisé, conduit à un monde intérieur hostile de rage, d'engourdissement ou de réaction maniacale qui entrave l'inspiration et arrête l'auto-intégration. Ou l'absence du père peut laisser l'enfant croire que le rôle masculin et ou paternel est sans importance et peu fiable. Peut-être devient-il semblable à Dieu, un héros intouchable, est donc distant et inaccessible. Il devient plus grand que la vie, son absence remplie de souhaits, de rêves, de fantasmes et d'illusions. Un enfant passe par une étape naturelle d'idéalisation de son père, mais s'il reste idéal, il y a un sens déformé de sa réalité, et cela peut laisser un impuissant soumis et masochiste. L'affirmation de soi est disjointe et être présent dans le moment est une épreuve émotionnelle. Un coin psychologique interne se développe, empêchant l'accès à soi aimant et réparateur et un soi effrayé prend le soin. La personnalité façonnée avec le père absent se protège en créant un monde soigneusement orchestré et inventé pour se défendre contre les menaces extérieures anticipées et la précarité intérieure. Les rêves relevant cet élan flottent sur l'espace extra-atmosphérique, sans attache, rien qu'à quoi s'accrocher et personne ne sachant que personne n'est là. Marque de l'idée que le soi ne n'est pas donné, je pense qu'il n'y a qu'une seule conséquence pratique. Nous devons nous créer nous-mêmes en tant qu'œuvre d'art. Foucault, c'est Foucault, quel Foucault. La paternité est à voir la paternité a à voir avec les relations passées et futures, les événements, les sentiments, les expériences. Une figure paternelle influence les images qu'un enfant a de lui-même et d'eux-mêmes. Les importants, et c'est le point de souligner la valeur de la bonne figure paternelle et ce qui se passe quand il n'est pas là.
La vie non vécue, transmise à l'enfant et confrontée en thérapie, suivant le monde imaginaire, créant différents symboles du père et à mesure que l'énergie créatrice est libérée. Puis, revenons à l'exemple de Lee, elle ne voulait pas admettre la distance et le manque d'attention de son père, résumant ses sentiments en disant: je voulais juste ignorer la détresse et me sentir plus fort pour m'en sortir seul. Mon engourdissement était organique et inoffensif pour les autres. Ai-je attendu trop longtemps? Est-il trop tard pour que l'aide et que j'ai vraiment impact sur moi ou que cette aide puisse avoir sur moi sur le monde? Elle rêvait de tomber sur le tapis roulant. Son père se trouvait là, ou se retrouvait là, mais n'essayez pas, pardon, de l'attraper. Elle saignait et regarda et vit ses chaussures. Elle ne s'attendait jamais à son aide, a été surprise de toute suggestion de cette possibilité. Elle accepta en le regardant impassiblement et sans passion. Un tel père, incapable de s'identifier à l'esprit et aux émotions de l'enfant, a un impact comportemental et émotionnel direct. Dans les séances de thérapie, Lee a expliqué qu'elle était liée aux gens en raison d'un besoin de plaire et qu'elle ne pouvait pas tolérer de faire des erreurs, de susciter la désapprobation. Ayant peu de conseils comme un enfant et craignant son père, bien qu'il était rarement à la maison, elle a appris à être une personne de l'Internet. Elle n'a parlé à personne de la disparition d'un père. Quelqu'un voudrait-il entendre parler de ses peines, de son désir d'interaction, de jeu et d'amour avec un père? Son absence l'a laissée avec un désespoir secret et déprimé. Lee restait vaguement consciente d'un espace où elle vivait à l'intérieur d'elle-même, masquant ses sentiments de perte et de manque de père, une absence cachée à la vue des autres. Elle a décidé, dès son plus jeune âge, que personne ne devait connaître cet endroit. Elle a connu une forme d'isolement d'elle-même, engourdie par les sensations corporelles et séparée de l'immédiate expérience, la laissant dépourvue de spontanéité et de vitalité. Maintenant, elle était avec un partenaire, avait un petit enfant, mais la façade se fissurait avec la pression de vieillir, de voir son corps changer et de se demander de reprendre sa carrière. Elle a apporté un rêve à la thérapie qui avait répété plus de 15 ans au cours de cours duquel son père a mis sa main sur sa cuisse si fortement qu'il a brûlé sa chair à l'os. Marquée, elle ne pouvait pas se laver contre la résistance de sa main. Elle ne pouvait pas se lever contre la résistance de sa main. Plus tard, elle a pensé à remplir la plaie avec du béton. Comment cette blessure a-t-elle pu guérir? Le béton rendrait sa chair inflexible, lourde et non humaine. Son image de marque lui a donné une blessure de père, imprimée sur elle pour la vie. Bien qu'émotionnellement absent, son influence était lourde. Sa peau ne pouvait pas respirer dans le béton. Pourtant, cette rêveuse n'a enregistré aucune horreur à l'image macabre du rêve, ni rage, ni défi envers le père, mais a passivement accepté cela comme son destin. Lee a dit qu'elle était engourdie, pas trop de stress. Se refait-elle à des facteurs de stress, actuels ou anciens? Elle ne les avait pas, car s'ils s'embrouillaient ensemble, elles ont souvent resté silencieuses en thérapie, ne comprenant pas comment exprimer ou formuler ce qu'elles ressentaient. Recueillie à l'intérieur, elle a évité les conflits, évité ce qu'elle appelait à leur dire les autres, ne pas demander ou obtenir ce dont elles avaient besoin. Elle était passive, elle avait pris beaucoup de décisions et elle trouvait plus sûre d'abandonner. À tout prix, elle masquait ses réactions émotionnelles. Le rêve de Lee était personnel, une déclaration d'oppression racontait son manifestation d'émotion. Il pourrait également être considéré comme une représentation impersonnelle, pertinente des situations collectives et culturelles d'absence, de manque et de pression paternelle. Le père rêveur lui interdisait, plus grand que la vie, son lien de parenté, lui forçant sa marque.
Elle n'avait aucun moyen de résister. Néanmoins, le monde imaginaire, le monde du rêve, a également porté ses poteaux de guidage, ouvrant les plaies, reflétant les messages de l'inconscient, poussant l'enveloppe pour la découverte de soi. Le rêve a donné à Lee un message fort sur lequel, un message fort sur lequel a été supprimé en lui rappelant de prendre conscience de l'impression néfaste de l'absence émotionnelle de son père. Elle a pris en charge la perte et cela a été recréé en interne. Elle a besoin d'aide pour trouver un sens à ce qui semble une catastrophe incompréhensible et durable. Cela pourrait changer et émerger. Et ses réflexions personnelles et collectives sur l'absence du père en explorant la psyché et en apportant un renouveau. Li représente ce qui est appelé dans le livre chinois de la sagesse le Yi King, Yi Qing, sous le nom d'hexagramme 18 appelé corruption, ou travaille sur ce qui a été gâté décomposition. Tout au long de l'hexagramme, 4 fois les lignes répètent la phrase redresser, redresser ce qui a été gâté par le Père. Ce qui a été gâté par la faute de l'homme peut être rendu à nouveau bon par le travail de l'homme. Nous ne devons pas reculer devant le travail et le danger. Cependant, il est nécessaire d'être prudent afin d'éviter une rechute. Cela implique de faire face à la réalité des problèmes, de se salir dans la décomposition, de comprendre les effets délétères du Père qui n'était pas là et d'avoir de l'aide pour le faire. L'hexagramme exige que la conscience engage dans des schémas négatifs, limitatifs et auto-effaçants, développés sans la bonne présence d'une figure paternelle. Ce n'est qu'alors que la décomposition se transforme avec persévérance, créer quelque chose de nouveau. Dans la psychothérapie jungienne, Lee se lançait dans un processus minutieux, mais gratifiant, pour façonner une image de père intérieur liée, utile et aimable. Les blessures psychologiques et physiques ont été adressées par l'attention à l'inconscient. Important, les blessures psychologiques et physiques ont été adressées par l'attention à l'inconscient pendant ses réactions dans la vie consciente. Elle a été continuellement surprise par les messages de rêve alors qu'il aidait à composer des images d'un père intérieur différent, soutenant, guidant et croyant en elle. Elle a progressivement développé sa nature artistique au fur et à mesure de la psyché. De la psyché réagissait, rétablissant un monde intérieur de richesse et de représentation. Bien que le père réel soit resté absent émotionnel, absent, sa présence a été remplie par Lee elle-même. Adam Phillips, psychanalyste freudien britannique, a déclaré « Il ne peut y avoir de représentation sans la passion. La passion implique la circulation et l'échange. » La passion implique la circulation de l'échange. Jung a déclaré, si vous contemplez votre manque de fantaisie, d'inspiration, de vitalité intérieure, que vous ressentez comme une stagnation pure et un désert stérile et que vous l'imprégnez à l'intérêt né de l'alarme de votre mort intérieure, alors que quelque chose peut prendre forme en vous, car votre vide intérieur cache une plénitude tout aussi grande si seulement vous lui permettez de pénétrer en vous. Le modèle paternel absent appelle à être rempli, le contenu psychique provenant de l'inconscient dans la vie consciente. Le processus conduit à la prise de conscience et à la libération des fixations et des complexes insensés. Lorsqu'elles sont examinées, les blessures s'ouvrent à la découverte de foi, fournissant un mouvement hors de ses anciens positions retranchées, fournissant un mouvement hors des anciennes positions retranchées personnelles, psychologiques, culturelles. Libérer signifie opter pour la voix et non pour la silence. On passe du désespoir et du vide à la curiosité et à la curiosité. Une citation de la philosophe française Simone de Beauvoir, au milieu du XXe siècle, donne l'espoir de favoriser de nouvelles représentations de l'absence du père. En accédant
à l'imagination en développant une image de père différente de l'intérieur. Elle a dit, j'ai vu s'ouvrir devant moi un champ d'activité clairement marqué avec tous ses problèmes. Son travail acharné, ses matériaux, ses instruments et son inflexibilité. Je ne me suis plus demandé que dois-je faire. Il y avait tout à faire, tout ce que j'avais autrefois désiré faire, mais tout était possible. Les débris du tourment pourraient donner naissance à des fleurs, Basilistus. Merci. Comme beaucoup de vous savent, il y a eu beaucoup d'attaques durant le mois de mai, plus de 18 attaques durant le mois de mai. Et en un de ces cas, l'attaque a duré plus de 5 ans. Il y a eu des bombardements le matin, l'après-midi, et même ces bombardements étaient entendus de très, très loin. Et une rencontre qu'on a eue avec certains analystes en Ukraine, seulement une personne avait accès au refuge. Donc, beaucoup de ces personnes sont en train de nous entendre de ces refuges. Elena Lelina m'a appelé pour me demander des excuses. Elle n'a pas pu me présenter son travail. Elle n'avait pas besoin de s'exprimer et s'expliquer sur la situation qui était ce qu'elle était quand quelqu'un, bien sûr, quand les attaques se terminent, les personnes essaient de rencontrer ou de sortir, d'avertir la famille. Moi, j'arrive pas à me concentrer. Si je dors pas très bien, je me concentre pas très bien, je pense pas très bien. Donc, je peux surtout pas imaginer comment pouvoir écrire une présentation quand à l'extérieur, il y a des bombes. C'est hors d'esprit. C'est très difficile pour nous présentateurs, orateurs ukrainiens d'écrire leur présentation. Je ne vais pas leur dire de ne pas le faire. Vous êtes vivants, vous le faites, c'est extraordinaire. Vous faites ce qui est nécessaire pour soutenir votre communauté. Bien sûr, même les collègues ukrainiens, ils ont fait des choses incroyables, impensables pour moi. Les racines des arbres nous mènent en arrière. Elena a décidé de présenter. Elle avait peur que les bombes lui enlèvent la voix, lui ôtent la voix. Donc, elle en a parlé avec Susan. Et elles ont parlé ensemble, elles se sont rencontrées. Et Elena, après l'avoir rencontrée, elle a enregistré cette présentation. Ça, c'est le contexte de cette vidéo-là. Elena, depuis des jours, des nuits, vit des bombardements. Elle pourrait mourir dans n'importe quel moment. Les personnes qu'elle aime pourraient mourir dans n'importe quel moment. Suzanne est à 10 000 kilomètres en Arizona, aux États-Unis. Elle vit une vie normale, tranquille. Comment est-ce possible des personnes dans deux mondes parallèles, dans réalité parallèle comme ça, si loin, nos équipes les remercient et les remercie pour cette rencontre. Nous avons reçu, bien sûr, après cette rencontre, cette présentation. Donc, si le régime russe pensait de bloquer cette rencontre, nos psychothérapeutes jungiens sont vraiment des personnes extraordinaires. Yelena a rencontré, donc après cette vidéo, nous verrons l'enregistrement de sa présentation. Donc, elle est ici avec nous en présentiel. Merci. Donc, nous allons commencer et nous allons continuer notre discussion sur l'absence. Je voudrais te faire une question. Je voudrais te poser, pardon, une question. Pourquoi cet argument? Pourquoi tu as pensé que cet argument était très important? Parce que cet argument
pourquoi ce sujet vous a séduit? Ce sujet est, en réalité, est une page pour moi dans une autre vie, dans une question. Peut-être que la question est différente pour Franck. Et peut-être que pour moi, c'est très important. C'est comment ressentir l'absence. C'est comment la vivre, hein. Donc, et aussi l'absence de la paix alors que je suis ici. Donc, le manque de sommeil aussi, il faut parler de ça. Et c'est très profond. Donc, c'est un état émotionnel assez particulier. Oui, j'arrivais pas à trouver. J'ai perdu, j'ai perdu ma zone de confort. J'ai perdu mon monde en paix, mon euh, royaume. Donc, c'est aussi peut-être essayer de trouver quelque chose. Euh, donc, vous savez, ma pensée, ce que vous venez de décrire est certainement l'absence de l'endroit où vous êtes dans votre pays. Ce genre d'énorme manque d'insécurité et, et que je pense que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas vraiment comprendre, mais juste les quelques mots que vous avez décrits de l'absence sont assez proches aussi dans leur émotivité de ce que les gens décrivent quand il n'y a pas de figure paternelle. C'est comme si tout cet espace avait disparu et la sécurité, la fondation, les fondements, la vie telle que nous pensions qu'elle serait, n'était plus. Ouf. Vous savez, euh, pour moi, je n'ai pas vraiment eu ce problème. J'ai pas le problème de l'absence du père absent. C'est pourquoi peut-être maintenant c'est plus facile euh, de se connecter avec Dieu parce que mon père est mort il y a plusieurs années de cela. Et quoi qu'il en soit, c'est comme ce matin, aujourd'hui, après 9 heures, il y a eu une attaque toute la nuit, après une autre attaque durant la journée, et parfois, et c'est vraiment inattendu. Donc, plusieurs fois, la dernière semaine, nous avons eu des attaques que la nuit, et maintenant aussi, et la nuit, et le jour, et le matin. Et j'ai écrit dans ma présentation à ce sujet, accepter l'inacceptable ou attendre quelque chose que je ne veux pas que ça arrive. Donc, je suis en attente de quelque chose que je ne voudrais pas. Et c'est vraiment très épuisant et je suis très fatigué de ces sentiments très sensibles et ces sentiments très intenses, à très haute intensité. Je ne veux pas faire ça. Je veux écouter de la musique. Je veux entendre de la musique. J'aimerais vous entendre à vous. Mais instinctivement, tout le temps, dans mon bureau, chez moi, avec mon client, avec mon bien-aimé, je suis très heureux de ce qui s'est passé autour, ce qui se passe autour. Oui, mais vous savez que ce que vous avez décrit est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il extérieurement représente à l'intérieur? Et je crois que cette quantité d'absence que vous dites à la profondeur à laquelle elle est ressentie et ce qui est également ressorti lorsque le père est parti, quand il y a de l'espace, quand on veut la paix, quand on veut le confort, quand on veut la sécurité encore et encore, et vous pouvez pas l'avoir. Et ce n'est pas là. Et comment donner un sens à ce que vous ne voulez pas? Et il y a une certaine impuissance, j'imagine, au milieu de tout cela, où vous ne pouvez pas revenir à ce dont vous avez
besoin. On ne peut pas revenir à cet endroit où vous imaginez que vous seriez à l'aise, que vous iriez bien, que la vie serait à nouveau pleine de nouveau. L'absence, je pense, est si profonde. Ce que vous décrivez et ce qui est vécu euh, sans l'être est si profond. Je pense que parfois, nous ne pouvons jamais aller au fond des choses. L'absence est tellement énorme. Cette absence profonde, c'est comme un présent compulsif, c'est comme quelque chose de très énorme, c'est énorme. Et c'est comme, pour moi, c'est, comment puis-je dire, comment est-ce que j'ai pu trouver tout ça, comment j'ai pu être dans tout ça, me retrouver dans tout ça, dans cette situation, et cette guerre qui continue, c'est très difficile. Par exemple, si je peux avoir un peu de repos et aller chez mes amis à l'étranger, ma famille est ici. Mon fils, mon mari, et vous savez qu'il a continué à avoir une attitude très hyper sensible avec moi, et c'est comme si c'est quelque chose qui se termine jamais. Donc, c'est comme si c'était irrélevant. Eh bien, vous venez de dire quelque chose au milieu de l'absence. Est-ce que nous devons trouver notre pertinence, notre importance, notre valeur, le sens, la vie, parce que vous êtes relevante, nous sommes tous pertinents, nous sommes tellement pertinents, malheureusement, de ce qui se passe, au-delà de ce qui se passe. Aucun d'entre nous ne devrait vraiment détourner ses yeux ou son cœur de ce qui se passe. Et je pense que ce que vous décrivez est quelque chose que j'essaie d'imaginer à l'intérieur de moi-même. J'essaie de l'imaginer dans. Et je ne crois pas, euh, je crois pas pouvoir y réussir, pouvoir le faire. L'absence du père, comme nous en avons discuté, est une absence aussi profonde que ce dont vous parlez est, est si profonde. Et c'est la même chose ce dont vous parliez. Et vous parlez d'un autre type d'absence, mais très bien, vous le faites si bien, parce que même quand le père n'est pas là, cela ne signifie pas que la vie est toujours menacée ou que la vie est toujours précaire, euh, ou que vous ne savez pas quand les fleurs fleuriront ou quand votre vie ira bien et c'est super bien. Je pense que l'on est mal à l'aise quand il y a l'absence paternelle, mais c'est différent avec l'absence de paix dans votre pays, dans votre monde. Il y a aussi quelque chose dans ce que vous avez dit quand vous parlez de l'immensité de l'absence, donc une profonde absence pour être un peu dans ce trou noir. Et votre vie, l'absence pour ce qui est relevant, important pour vous, pour moi, j'ai l'impression que cette impression, je ne sais pas si je suis correct ou juste, si c'est égal à cette relation, c'est vraiment connecté. Donc, la relation, ce qui est relevant, c'est c'est pas mon enfant, mon mari. Relevant, ce sont mes amis. Et, et ce qui se passe généralement quand quand il y a quelque chose de dangereux.
qui se passe mes amis et qui vivent ici en Ukraine et ailleurs. Ils m'écrivent, ils me demandent comment ça va, comment ça se passe. Et c'est une absence, mais en même temps, Si je voulais, alors qu'on pourrait se retrouver et passer du temps l'un avec l'autre. Nous sommes très présents euh, dans cet Internet ou cette connexion avec la façon dont on est. Juste des petits messages, envoie-moi quelque chose pour me dire que tu es en sécurité et que toi, tu vas bien. Hein. Que- Êtes-vous en train de dire que l'absence de sécurité dans le monde rend en fait le présent et les communications actuelles encore plus fortes et plus importantes? Non pas qu'elles n'étaient pas toujours importantes, mais elles acquièrent un autre niveau d'importance en raison de l'absence de la vie normale où la vie telle que vous la connaissez, les relations dans le monde et nos amis nous donnent une présence à nous-mêmes et nous font nous sentir pertinents, appréciés, connus et reconnus. Oui. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose d'autre à dire à ce sujet? Vous savez, parfois, quand je suis connectée avec vous maintenant, qui êtes dans un endroit sûr, vous savez, parfois, j'aimerais être comme dans un silence. C'est donc comme une connexion avec quelque chose à faire dans un endroit où on est en sécurité. C'est-à-dire, donc, tu sais, quelquefois, parfois la musique m'aide beaucoup ici. Elle m'a beaucoup aidé ici. Je n'ai pas donc beaucoup d'attitude à l'égard des chansons qui m'entourent, mais je pourrais la mettre ici dans mon oreille et écouter la musique. Mais peut-être pourrions-nous dire un peu dans un endroit différent ensemble où vous êtes plus en sécurité et moi plus dangereux, comme juste à travers le silence. Oui, je suis d'accord, nous le ferons, mais je pense aussi qu'il y a un continuum entre vous et moi. Ainsi, même si nous sommes séparés par des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, euh, et aussi par des mondes vraiment différents hein, à bien des égards, il y a une connexion que vous et moi établissons, que nous avons établie et qui s'est en fait produite à travers tous les webinaires et les réunions, etc., etc. Parce que nous sommes tous connectés de ce qui semble sûr, de ce qui est, de ce qui semble sûr à ce qui est menacé, à la plénitude, à l'absence, parce que nous portons cela en nous. Et même lorsque vous avez parlé du silence, je me demande si notre inconscient est aussi porteur d'une partie de ce silence, en, en empathie ou en essayant de comprendre, euh, même s'il y a des mots, euh, il n'y a pas de mots pour exprimer le lien, la connectivité qui existe. Elle est donc présente dans les mots et sans les mots. Oui, c'est vrai. Donc, oui, donc pensez-vous que nous devrions terminer ce petit enregistrement par quelques instants de silence, simplement, tout simplement. Ensuite, nous l'éteindrons et nous resterons. Qu'en pensez-vous? Oui, d'accord. Donc, faisons un peu de silence. Je vais éteindre l'enregistrement, puis nous continuerons un peu. Oui, d'accord? D'accord. Ça sonne bien. Ah.
Je voudrais commencer par remercier tous les participants et les organisateurs de ces réunions. Les derniers mois avant le webinaire a été assez stressant pour moi et épuisant pour moi. C'est pourquoi je suis très reconnaissante à Catherine et Suzanne pour leur soutien constant. Il m'était difficile de me concentrer dans un contact constant et épuisant avec une réalité agressive, inconnue et incertaine lorsque l'inspiration et le sens sont perdus. Elles étaient en contact permanent et les mots de Catherine, elle m'a dit « Essayez d'être une sage-femme, dites ce que vous voulez dire. Cela m'a aidé à me mettre à l'écoute des moindres changements en moi plutôt que d'attendre des événements extérieurs. Maintenant, j'aimerais commencer ma présentation. Alors, je vais commencer avec le thème de l'absence dans la situation de guerre. La guerre en Ukraine nous affecte tous de manière différente, mais c'est une expérience où l'on peut vivre autant en quelques jours que les gens vivent pendant des décennies. Il est insupportablement douloureux pour moi de réaliser combien de personnes sont déjà mortes et combien de choses ont été détruites dans mon pays. Certaines personnes se battent dans des zones sensibles, hostiles, alors que leur vie défile comme un train très rapide, avec la mort et le sang, la couleur et les larmes tout autour d'eux. Certains font l'expérience de l'impossibilité de rentrer chez eux, de l'absence de maison, lorsque non seulement leur maison, mais aussi tout leur passé ainsi que les personnes ont été détruites, sont mortes, sont complètement détruites. Pour d'autres, c'est l'expérience d'un déplacement forcé. Certaines de ces personnes ayant fui, ont dû fuir pour sauver leurs enfants. D'autres pour fuir le monde russe. D'autres encore pour échapper aux dangers de la guerre. En octobre de l'année dernière, des explosions terribles et dévastatrices ont eu lieu dans le centre de Kiev, juste à l'endroit où je me rends au bureau. Et l'une d'entre elles s'est produite près d'une aire de jeu favorite dans le parc. Et c'est vraiment juste à côté de l'endroit où je me rends au bureau. Et je pouvais le voir, si vous voulez. Je pouvais voir un cratère qui avait été créé par une explosion. Il a été rapidement nivelé, mais l'absence d'enfants a longtemps été remplie d'un silence de mort. Des châtaignes, arbres symboliques de Kiev, ont été plantés à la place du cratère. Et très lentement, les enfants ont recommencé à revenir à cet endroit. En un peu plus de 6 mois, ce lieu s'est animé d'une nouvelle vie avec les rires et les jeux des enfants. En hiver, nous nous sommes adaptés à vivre dans l'absence de lumière, d'électricité, mais en présence de la lumière de bougies et les bruits des générateurs. Nous nous sommes adaptés au son de la sirène d'alerte aérienne. Je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, on s'y est habitué. Et en même temps, tout en nous dépêchant de vaquer à nos occupations, nous regardons constamment vers le ciel dans l'attente de l'inattendu, car c'est là que se trouve la véritable vraie menace. Les impacts des explosions se produisent le plus souvent selon les règles de la roulette russe. Nous continuons à vivre en présence d'un danger constant lorsque le corps reste en alerte permanente avec une hypersensibilité au son extérieur. Dans ces conditions anormales, nous apprenons à prendre soin de nous-mêmes, de nos corps et de nos âmes en trouvant nos ancrages intérieurs de stabilité et de résilience. La particularité d'aujourd'hui se manifeste dans la profonde pénétration mutuelle du personnel et du public. Il y a quelques semaines, je me sentais épuisée après une nouvelle nuit d'attaque à la roquette, de travail bruyant
Mais heureusement, le travail précis des chasseurs de la défense aérienne était là. Le matin, je m'en suis sortie, mais j'étais vraiment dans un état de confusion. J'ai quitté la maison et j'ai été agréablement surprise de voir des enfants et de nombreux adultes vêtus de chemises brodées. Ils n'avaient pas oublié après cette nuit qu'on avait passée, cette nuit terrible, ils n'avaient pas oublié cette journée de la Vishankar. J'ai été envahie par un sentiment de fierté incroyable pour nous tous et je me suis sentie inspirée, forte. L'expérience de la guerre nous divise entre militaires et civils, entre ceux qui restent dans le pays et ceux qui le quittent. Nous devenons plus durs, nous avons plus de principes et nous ne trouvons pas les mots justes. Nous sommes souvent à court de mots pour exprimer nos sentiments envers les autres. L'une de mes très bonnes amies qui travaille avec des civils dans de petits villages endommagés ou villages désoccupés m'a dit qu'en l'absence de mots et de puissance vocale, les gens semblaient se figer sur la phrase nous allons bien maintenant, maintenant tout va bien, maintenant ça va. Au début, elle a décidé de chanter avec eux et pendant longtemps, ils ont appris à crier jusqu'à ce que leur voix et leurs mots reviennent. Ensuite, ils ont développé des expressions faciales et une certaine vivacité, agilité dans leur corps. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'ils ont pu commencer à faire le travail de deuil et à faire le deuil de leur expérience. L'une des particularités, des conséquences de la guerre sur le thème de l'absence est que des militaires et des civils qui malheureusement ont perdu des membres de leur corps. Ils ont été confrontés à l'absence de ce qu'ils avaient naturellement l'habitude de bouger, leurs membres qu'ils avaient l'habitude de bouger. Et maintenant, il y a la nécessité, il est nécessaire pour eux d'apprendre à se mouvoir d'une nouvelle manière grâce à des membres artificiels. Après avoir participé à une conférence internationale du Centre de réadaptation Unbreakable, et d'avoir eu l'occasion de communiquer avec des personnes qui étaient vraiment incassables, je me suis sentie mieux, je me suis vraiment sentie beaucoup mieux. Il m'a été plus facile de trouver les mots pour parler. Ils ont tous demandé au public de ne pas les plaindre, de ne pas se sentir désolé pour eux, mais de sourire et, si possible, de leur montrer poliment de l'attention. Leur parcours de réinsertion est fait d'espoir, de déception et d'un regain d'espoir de nouveau. Pour moi, la présence du sens de l'humour, malgré tout, est une manifestation de la force de l'esprit humain. Je me souviens de la vive réaction d'un jeune vétéran aux paroles du garçon qui disait à sa mère qu'il veut aussi être comme son oncle, un homme robot, parce que vraiment être un homme robot, c'est trop cool. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Et donc, c'est une vidéo de cette réunion dont je parlais à l'instant. L'artiste français Jean Hélion a repris les mots de Spinoza pour intituler son triptyque « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance, à la justice ». Et vous pouvez voir dans la partie supérieure du triptyque, donc les personnes sont comme des ombres et tout ce qui est autour d'eux également. La partie supérieure du triptyque dépeint la guerre à travers la congélation de la vie, comme les gens, comme des ombres se dissolvent dans tout ce qui les entoure. Pour moi, la guerre dans mon pays, c'est l'absence de paix et de sécurité, mais c'est la présence de
notre tendance à la bienveillance, à la confiance et à la justice. La société ukrainienne garde bien en mémoire les traumatismes et les défaites, mais cependant, elle n'oublie pas les victoires et la possibilité de survivre là où d'autres auraient abandonné. Souvent, les événements ne se produisent pas à cause de cela, mais malgré l'effet de l'absence du père. Alors, j'aime cette déclaration du psychiatre français Pierre Janet. Chaque vie est une œuvre d'art, modelée à partir de tout ce qui était disponible. Donc, si vous voulez, quel est le rôle du père dans ce processus, Quel est le rôle du père dans le processus de création de l'œuvre de notre vie? Quel est l'impact de son absence et qu'est-ce qui permet d'y faire face? Quand je réfléchissais au thème du webinaire, je me suis souvenu de l'histoire de ma grand-mère et l'histoire qu'elle m'avait racontée dans mon enfance au sujet de son père, donc mon arrière-grand-père qui était pilote militaire et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait disparu. Pour elle, son père ne pouvait pas être mort. Dans son histoire, mon arrière-grand-père avait profité de l'occasion pour émigrer secrètement en Amérique, aux États-Unis. C'était l'histoire de son espoir qu'il se fasse un jour connaître. Il est intéressant de noter que non seulement j'ai cru à cette histoire, mais que j'ai commencé à imaginer mon arrière-grand-père vivant dans un pays lointain et la possibilité de notre rencontre un jour. Lorsque j'ouvrais la boîte aux lettres, je m'attendais parfois à voir une lettre provenant d'un pays lointain. Grâce à mon imagination, il est devenu présent dans mon enfance. Il y a environ 1 an, j'ai fait un rêve et dans lequel je trouvais la tablette d'un pilote militaire dans une zone de drainage avec un article sur sa mort héroïque et également sur sa montre. Aujourd'hui, cette montre est pour moi le symbole de l'éternel présent, rempli de diverses sensations du temps, euh, précieux et perdu, lourd et insouciant, volant et s'arrêtant, détruisant et guérissant. L'absence d'un père apparaît toujours chez un adulte sous la forme d'un enfant fantôme lorsque les besoins d'amour et de sécurité de l'enfant sont niés. Un enfant perdu garde souvent son ressentiment, incapable de jouer et de s'amuser. Un adulte ne peut pas vivre une vie productive tant que cet enfant n'est pas réconforté et rassuré. Et de la même manière, un enfant ne peut pas se calmer tant qu'il n'a pas retrouvé ses parents. Il y a 3 ans, j'ai mis fin à une longue collaboration avec ma patiente qui a vu dans son enfance un père absent et une mère repoussante et critique. À l'âge de 7 ans, elle a été abusée par un garçon du quartier. Ce fut notre long voyage de coopération dans l'espoir de restaurer la relation avec la petite fille perdue. Aujourd'hui encore, je me souviens clairement de mes vives émotions lorsque j'ai reçu une lettre touchante d'elle par courrier électronique. Il s'agit d'une lettre d'une petite fille à un patient et en même temps à moi. Je vais vous lire. Ça a commencé ainsi. Bonne nuit. Bonjour. Vous êtes réveillé et moi aussi. Quel âge ai-je? Je suis votre éternelle fille. Vous me manquez, vous me manquez. J'attends, j'espère. C'est probablement le seul sentiment qui ne mourra jamais. On peut tout perdre ou oublier. L'amour, la foi en soi, dans les gens, dans la bonté et dans les lignes directrices de la vie. Mais l'espoir vivra aussi longtemps que mon
cœur battra. Je me suis habituée et j'ai appris à être seule. Je me fiche seule, je pleure seule, je me console seule, je rêve seule, je me réjouis seule. Oui, oui, je peux le faire aussi. Je tombe malade seule, je guéris seule. J'ai peur d'être un fardeau. Je m'assois dans un coin et je veux que tu comprennes et que tu saches que maintenant que je n'ai personne d'autre que toi. Et toi, tu m'as, moi. Et peut-être que tu n'as pas remarqué, que tu ne le savais pas, mais j'ai toujours été là pour toi. Quand tu riais, quand tu pleurais, quand tu étais heureux, quand tu étais blessé, quand tu avais peur, euh, ou quand tu devais faire attention. Je ne savais pas comment tendre la main. Je suis une fille qui ne se souvient pas de son enfance, qui a été repoussée, qui n'a pas été remarquée. Je me suis mise à penser que c'était comme ça et que c'était normal. Mais je vois à quel point c'est difficile pour toi et je veux t'aider. Tu as juste besoin de me laisser faire cela. Et donc, je suis vraiment heureuse que tu me vois, que tu saches que j'existe. Ça, vraiment, c'est très, très important pour moi. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Je te demande pas de preuves ou de confirmation. Je n'en ai pas besoin. Je t'attendrai toujours et je t'aimerai. Tu m'entends? Ne l'oublie pas. Cette lettre, ce message était à la fois inattendu et attendu à la fois, une manifestation symbolique de la transcendance que, par coïncidence, j'ai lue à l'aéroport. La guerre est l'effet de l'absence du père. L'effet du père absent sur le terroir de l'Ukraine a des racines historiques profondes et a commencé à se développer sous sous sa forme moderne au Moyen Âge, à l'époque de la lutte dite de la libération cosaque, où les Cosaques, ce mouvement, où ces Cosaques, les braves guerriers, désespérés, étaient prêts à mourir pour leur patrie, mais mal adaptés à la vie ordinaire. Les Cosaques, ils ont pris la tête du mouvement. L'ère cosaque n'a pas seulement apporté la gloire et la valeur militaire, mais aussi une génération d'orphelins, de pères et de femmes fortes qui ont souvent dû faire face à toutes les difficultés de la vie sans hommes. Pour moi, la guerre et les enfants sont des concepts incompatibles. Mais la vie montre le contraire. Les enfants naissent, jouent, apprennent et grandissent avant l'heure. Ils comprennent et vivent la guerre différemment, avec ou sans père. Par exemple, lorsque j'ai rencontré des enfants âgés de 5 à 9 ans d'un orphelinat local, euh, les premières réponses à la question « Que signifie la guerre pour vous ?» ils étaient prêts avec la réponse. Des explosions, la Russie et également les alertes. Après une leçon sur la guerre, ils ont commencé à nous demander, à moi et à ma collègue, de manière si touchante, si nous pouvions savoir quand leurs parents reviendraient les chercher et qu'ils les attendaient. Cela les préoccupait bien plus que la guerre. Pendant la guerre, l'absence d'un parent est vécue de manière plus sensible sur le plan émotionnel, quel que soit l'âge de l'enfant. L'expérience du déplacement forcé est un défi pour tous. Une mère avec un enfant dans un autre pays et le père est resté à la maison. L'anxiété est encore plus grande à distance. Certaines personnes sont déjà rentrées chez elles malgré le manque de sécurité à la maison. La présence du père joue un rôle important à cet égard. Lorsqu'un enfant dit que mon père est soldat et qu'il est en guerre, qu'il est parti à la guerre, la réponse est que souvent que votre père est un héros. Ou, or, pour un enfant,
il a avant tout un peur, il est avant tout un père, et seulement ensuite, seulement après ça, un soldat et un héros. De temps en temps, le père rentre à la maison pour des vacances, il est peut-être hospitalisé, mais une fois rétabli et après l'avoir rencontré et rencontré la famille, il doit partir de nouveau et donc l'enfant, de nouveau, si vous voulez, pose la question: «Papa, pourquoi est-ce que tu pars encore? Et quand est-ce que tu reviendras de la guerre?» Et c'est tellement difficile de trouver une réponse. Au lieu d'une réponse, il y aura peut-être des étreintes chaleureuses et des larmes cachées. Un enfant essaie souvent de comprendre son père et les circonstances par lui-même, de comprendre les émotions des adultes et les siennes propres. Les enfants adultes pardonnent et oublient toutes les insultes du passé, pas par peur de leur père. Mais ce qui compte, ce qui est encore plus difficile, c'est l'expérience d'un enfant lorsque son père est tué lors de la guerre. Combien de temps faut-il à un fils ou à une fille pour accepter cette perte et y survivre? Je n'ai pas de réponse à cette question. Heu, les réactions des enfants peuvent aller de la désobéissance agressive au déni silencieux. Chacun a besoin de son propre temps pour surmonter la perte et bien sûr, cela nécessite l'aide d'un adulte, car il est important de savoir et de sentir que quelqu'un croit en vous au m au moment le plus difficile du voyage et vous aidera à aller de l'avant. Bien sûr, l'absence d'un père affecte toujours le processus, de création de l'œuvre de notre vie, mais je me pose parfois une question: s'agit-il toujours d'une influence négative? Par exemple, un, heu, aujourd'hui, donc j'ai travaillé dans un hôpital avec, un membre de l'armée et avec sa permission, je vais vous parler un peu de sa relation avec son père. Son père, souvent, buvait, se saoulait et le battait. Lorsqu'il a eu 5 ans et que ses parents ont divorcé et 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 donc là, évidemment, il n'était plus tapé. Mais bien sûr, quand il parle de ça, il était rancunier et il était blessé. À l'adolescence, il a quitté son village, enfin, il s'est sauvé de son village et pour ça, il s'est enfui à Kiev où ses aventures ont vraiment été différentes. Mais il était intuitivement ouvert à la rencontre d'une figure paternelle qu'il soutiendrait. Une telle personne est apparue dans sa vie et il est vraiment reconnaissant à Dieu de cela. Depuis février, il a subi 11 opérations chirurgicales et il est maintenant en rééducation. Il a, une femme, qu'il aime, dans sa vie et avant la guerre, il avait un travail qu'il aimait, qu'il adorait et il espère vraiment pouvoir reprendre son travail après la guerre. Après tout ce qu'il a traversé, il a commencé à apprécier son expérience, et ce qui l'a aidé à se débarrasser de ce ressentiment et à pardonner. Malheureusement, ce père n'est pas le cas de ce père n'est pas le seul exemple. Ma question reste donc ouverte. L'absence d'un mauvais père a-t-elle toujours un impact négatif? Est-ce que ça a toujours un impact positif? Je veux terminer ma présentation avec une brève vidéo. Merci. Merci Elena, merci Suzanne. Nous avons 10 minutes seulement pour les commentaires, les questions et attendez que pensez, vous réfléchissez sur vos questions. Et Na lira les questions, s'il y a des questions en langue ukrainienne. Euh, Aujourd'hui, c'est le 60,
Carl Jung est mort il y a 62 ans. Donc un père qui nous a laissé, et il a laissé vraiment cet héritage, tout son travail. Susan Scott nous dit que le manque de sécurité est profond dans la personne d'une personne et même des autres. Si on parle de l'espace physique, comment puisse-t-on arriver à notre interne, arriver au père externe, mais aussi interne? Moi, je dirais de manière très brève qu'il y a des personnes qui commencent des parcours de thérapie et ils arrivent à accéder à eux-mêmes, à leurs rêves, leurs voyages, en évaluant, en réfléchissant sur cette absence et en ayant ce désir pour le présent. Tout cela leur permet d'aller en profondeur dans leurs âmes, en eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec Suzanne. Pour moi, tout cela en relation avec le désir de rencontre qu'il y a. Donc, réussir à vivre tout cela à travers l'imagination. Merci. Donc, quels sont les dégâts que laisse le père? Vous avez parlé de huitième hexagramme. C'est l'hexagramme, il faudrait le relire parce que si vous regardez sur Google, donc vous trouverez beaucoup de références, vous écrivez, et même les vieux livres jungiens, si vous écrivez le huitième hexagramme, c'est vraiment très facile de retrouvé. Il y a beaucoup de références. Voilà, oui, Google, c'est la réponse, exactement. Un autre commentaire, je dis Carl d'Angleterre, toutes les images sont au féminin. Est-ce que votre document, votre publication tient compte de l'absence de père dans les deux sexes, pour les deux sexes? Je voulais vraiment pas que ça soit. Moi, j'ai vraiment fait ce travail en ce qui concerne le manque des pères pour les filles, pour les enfants. Donc, je pourrais faire quelque chose de similaire ou un effet similaire en ce qui concerne les mâles. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui touche que les filles, mais aussi les garçons. Mais moi, je l'ai fait pardon, vraiment en pensant au manque du père pour les filles, une fille. Donc ça, c'est vrai. Yulia, il y a eu question en ukrainien, commentaire, tu as levé la main, tu voulais dire quelque chose? Nous, on avait dit, donc on avait dit que les commentaires ont été partagés dans la fenêtre du chat. Donc voilà, je prie de le faire. Donc pas de. Donc voilà, bon, il y a deux mains qui sont levées, il n'y a pas de souci. Au lieu de écrire les questions en ukrainien, on peut les entendre directement. Donc, commentaire de Yuri, après on laisse la parole à la collègue. Donc, malheureusement, on n'arrive pas à vous entendre. Votre voix est très, très basse. Oui, maintenant, beaucoup mieux. Ma question est la suivante. Malheureusement, mon père est en guerre, il est au front depuis le début de cette invasion. Et j'ai vraiment une sensation bizarre. Je voudrais aller en guerre avec lui. Je voudrais pas qu'il retourne du front. Je voudrais y aller à côté de lui. Je comprends que c'est logique, je comprends que c'est faux, que c'est pas juste. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si c'est normal. Je peux répondre? Yulia, vraiment merci pour votre question. Je suis convaincu que c'est tout à fait normal d'avoir ce désir de le rencontrer au front et ne pas le voir rentrer. Et je suis convaincu que c'est une façon, et c'est d'attendre cette rencontre et de l'imaginer.
d'imaginer ce moment, d'aller vers ton père, offrant. Pourquoi ne bah, vous allez en guerre, pas pour faire la guerre, mais pour le rencontrer. Ça serait bien de lui, de lui en parler. Ça serait bien de le prévenir avant. Je voudrais combattre à ses côtés, bien sûr. Et je voudrais combattre à ses côtés, bien sûr, je comprends. C'est quelque chose. Est-ce que c'est une fantaisie? Euh, je ne sais pas. Est-ce que tu peux parler avec lui? Est-ce qu'il serait d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce qu'il serait d'accord de te rencontrer au franc? On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Il me connaît très bien et il m'a toujours dit que mon mari et mon frère ne devraient, ne devraient pas aller en guerre, mais moi, je pourrais. C'est pas qu'il veut que je sois là-bas, mais c'est un peu inévitable, hein. Moi, je crois que faudrait bien lui en parler, voilà, lui en parler avant. Comment se, comment transformer ce désir en réalité? Malheureusement, mon mari ne me laisse pas partir en guerre. Alors, vous pouvez rester dans cette fantaisie de cette fantaisie et prier pour qu'il rentre. Voilà. Après en avoir parlé, on a amélioré notre relation. Parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de contact. Maintenant, on en parle beaucoup, une fois par semaine, au moins. C'est bien, c'est très bien. C'est difficile, euh, mais c'est bien d'avoir développé cette relation avec votre père. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? On se connecte à l'absence à travers le cœur et et durant ce webinaire, on arrive à se connecter avec les pères qui sont absents et on les tient fortement dans notre cœur. Ça les maintient en vie d'une manière très énergique, très belle, très dense. On essaie de nous protéger les uns les autres et si on tient en compte le sens émotif ou émotionnel quand on parle et avec nos larmes, parce qu'on est très nerveux dans cette situation. Merci, merci beaucoup. On a 1 minute à disposition, seulement 1 minute. On a un petit commentaire de Yuri qui dit c'est très commouvant d'entendre Elena et Susan et comment elles se sont rencontrées, comment elles ont partagé leurs pensées. C'était vraiment très intéressant. Merci. Je vois qu'il y a un autre commentaire en anglais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Suzanne et Elena, c'était vraiment une rencontre très profonde depuis le début. Et aussi, le, la partie initiale était très, très touchante. La paix, la paix, c'est quelque chose qu'on a en notre interne. Donc, cette partie qui est vraiment un nœud assez important. Merci Sandy, merci Elena, merci à Suzanne, merci à Steven pour ce webinaire très, très important. Merci à Elena pour son soutien. Un applaudissement à vous. On a très, très peu de temps. Je vais être très, très rapide dans mes remerciements. Je me remercie les interprètes qui aident et nous assistent durant tous nos webinaires, l'équipe,
de WJ ou de Jungian et d'avoir organisé ce webinaire si dense et complexe. Nos sponsors, Olena et tout le monde. Je vous remercie vraiment pour avoir été ici. Vous êtes unis à nous. Merci, merci, merci. Avant de clore, deux informations importantes. En parlant de nos collègues et de résilience, nos collègues résilients, et un message de Svetlana Shevchenko qui s'y trouve à Zaporizhia, qui n'est pas loin du front. La dernière semaine, elle m'a dit qu'elle allait partir en refuge chaque fois qu'il y avait des bombardements. Et parfois, elle veut continuer à parler avec une cliente, même durant les bombardements, elle continuait ses sessions de psychothérapie. Bonjour Svetlana, bonjour. Merci, merci. Oui, chers collègues, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention en ce qui concerne notre social intérêt pour notre situation. Notre conférence annuelle en ce qui concerne les mémoires, les rêves et les réflexions sera réalisée cette année avec d'importants hôtes comme Susan Schwartz. Et notre objectif, malheureusement, la traduction en ukrainien arrive un peu en retard. En- il y a une très grande conflit, des conflits matériels et des pertes. Beaucoup de gens ont perdu leur maison et beaucoup, maintenant il y a eu l'explosion de la digue. Donc tout cela est en train de foutre notre vie en l'air. Donc votre soutien est très important pour nous. On vous invite à cet événement et on est très content de pouvoir réaliser cette rencontre et de partager notre expérience avec vous. Et je vous assure que ce sont des rencontres qu'on attend avec impatience. Et je voudrais dire quelque chose pour répondre à Yuli. Après toutes ces atrocités, moi aussi, je veux sortir. Je veux sortir et combattre. Quand on vit de, quand on vit un niveau pareil de violence et de mal, on veut sortir, on veut se défendre, on veut aller au front. Merci, merci. On a suivi les informations avec beaucoup d'intérêt. Collègues, offrez votre soutien à cette conférence UDG Conference. On va fournir le lien est déjà dans la fenêtre de chat et sur notre site de la IAP. La semaine passée, nous avons envoyé la moitié de l'argent que nous avons recueilli avec vous en Ukraine. L'autre moitié sera envoyée cette semaine. Nous avons envoyé plus de 10 000 livres sterling qui vont contribuer à soutenir une quarantaine de personnes en Ukraine. Pour ceux qui nous regardent en direct, si vous n'avez pas fait de donation, pensez-y, pensez-y. Pensez-y de donner 1 heure de votre temps, 1 heure de votre honoraire à travers votre site avec les liens qui se trouvent sur nos dépliants. Et on veut vous dire que notre webinaire sera, le prochain sera mardi 4 juillet. On va parler du mythe. Donc, préparez-vous. Ce sera le dernier webinaire avant la pause d'été. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui manquent de sécurité, on prie pour vous, pour vos familles, pour les personnes que vous aimez. Voilà. J'invite maintenant à rester ici pour prier tous ensemble. Merci. Buon